La campagne. On aime s'y ressourcer, prendre un grand bol d'air frais en harmonie avec la nature. Enfin, dans l'idéal. Car l'herbe n'est pas toujours plus verte dans le champ d'à côté. Aujourd'hui, nos campagnes sont aussi et surtout synonymes d'agriculture intensive et de ferme-usine. C'est même toute la planète que notre système de production alimentaire détraque. Ses sols, sa biodiversité, son climat. Le problème, c'est qu'à la différence du transport ou de la production d'énergie, il n'y a pas de solution écologiquement plus durable pour nourrir l'humanité. Ou bien, ne plus avoir à travailler la terre, ce serait pourtant du pain béni pour l'environnement. Dann ist das tatsächlich eine Revolution, wie sie die Menschheit seit 12.000 Jahren nicht erlebt hat. Meiner Ansicht nach stehen wir da schon vor einer Zeitenwende. So wie wir bislang Nahrungsmittel konsumiert haben, kann es nicht weitergehen. Plus que simplement changer nos habitudes, il est temps de réinventer totalement ce qu'on mange et comment on le produit. En d'autres termes, et si on pouvait se passer de l'agriculture ? One pan-fried catfish. Star Trek, un grand classique de la science-fiction, a mis en scène un vieux fantasme. Quoi que vous demandiez à boire ou à manger, le synthétiseur de nourriture vous le matérialise en 2 coups de cuillère à peau. Smells like the real thing. Well, not bad. C'est peut-être un appareil du même genre qui remplira nos assiettes à l'avenir. Mais commençons par nous intéresser au début de l'agriculture à l'aide d'un outil plus basique, ce mètre-ruban. Si l'histoire de l'humanité était représentée par ce mètre, la partie de son histoire agricole serait juste contenue dans les 6 à 7 derniers centimètres, avec une phase de transition qui ferait guère que 1 ou 2 centimètres. Après 300 000 ans de vie nomade, l'être humain est devenu sédentaire. Au début, ce n'était pas très avantageux. Les premiers agriculteurs souffraient de malnutrition, devaient travailler plus dur, souvent en tant qu'esclaves, et les maladies décimaient les troupeaux. En résumé, on vivait moins bien, moins longtemps. Alors pourquoi avoir choisi ce mode de vie ? L'émergence de l'agriculture a peut-être été rendue obligée par une exploitation trop radicale des écosystèmes. L'être humain était un trop bon chasseur. Les chasseurs-cueilleurs, toujours plus nombreux et plus efficaces, se disputaient les quelques ressources sauvages. Il fallait trouver un nouveau système. Ce sera l'agriculture et l'élevage organisé. Une transition baptisée « Révolution néolithique ». Pour la première fois, l'être humain dispose de quoi manger à sa faim, durablement, en un seul et même endroit. Les campements se muent en villages, puis en villes. Les petites communautés où chacun devait être polyvalent deviennent de grandes sociétés régies par la division et la spécialisation du travail. On pourrait dire que ce qui caractérise le plus l'agriculture, c'est le fait que ça a été un formidable outil de maîtrise et de contrôle des écosystèmes qui a favorisé effectivement le développement de l'humanité. L'agriculture, terreau fertile de l'innovation et de la science. Sans elle, il n'y aurait sûrement pas eu d'innovation technique, pas de progrès scientifique, donc pas de conquête spatiale, ni toutes ces technologies qui font notre quotidien, rien que ça. Mais si l'agriculture a changé notre mode de vie, elle a aussi transformé la planète. Une vaste partie de la surface terrestre est aujourd'hui occupée par des terres agricoles et d'élevage. La forêt, elle aussi généralement exploitée, ne couvre plus que 30% des continents. Et selon la définition qu'on retient, la nature dite sauvage ne représente plus que 10 à 20% des terres. Les habitats de nombreuses espèces ont disparu.
Es wird in etwa geschätzt, dass pro Jahr vielleicht 1 oder 2 Arten natürlicherweise, ja, also im Hintergrund aussterben. Die letzten Jahrzehnte war es so, dass nicht 1 bis 2 Arten pro Jahr aussterben, sondern die Annahme ist, dass es 2000 sind. À votre avis, combien de mammifères sont encore des animaux sauvages? Seulement 6%. En termes de biomasse, 94% des mammifères sont des animaux d'élevage. Même constat avec la flore. 4 types de plantes dominent dans le monde. La canne à sucre, le blé, le riz et le palmier à huile. On laisse si peu de place au monde sauvage que des écosystèmes entiers peuvent basculer. Exemple avec cette tasse, qui symbolise une forêt où peuvent butiner des abeilles. Und dieser Wald geht zurück und der Lebensraum für die Biene geht zurück und irgendwann stirbt die Biene aus, weil kein Wald mehr da ist. Un point de non-retour. Und dann haben wir ein Problem, weil da nämlich auch keine Bestäubung mehr stattfindet. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est aussi l'agriculture qui est en danger. On pourrait encore cultiver des céréales, mais pour les fruits et légumes, ce serait une catastrophe. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Es geht ja darum, dass viele von den letzten wilden Ökosystemen auch zum Beispiel sehr viel Kohlenstoff binden. Das heißt, wir beschleunigen erstmal den Klimawandel noch ganz gewaltig. Un cercle vicieux. L'agriculture contribue au changement climatique dont elle souffre fortement. Canicules, inondations, sécheresse, salinisation des sols. Des phénomènes extrêmes mais toujours plus fréquents qui, selon les chercheurs, feront baisser les rendements agricoles. Alors que la population mondiale ne cesse de croître. L'agriculture n'est évidemment pas la seule responsable, mais c'est un facteur décisif. Toutes ces menaces qui pèsent sur nous. Extinction des espèces, changement climatique, pénurie alimentaire. Quoi d'autre? Ah oui, des pandémies, à force de côtoyer de trop près la faune sauvage et ses agents pathogènes. Une crise multidimensionnelle. Quelle en sera l'issue? An dieser Stelle sind jetzt schon verschiedene Kulturen auf der Erde in der Geschichte gewesen. Einige davon sind tatsächlich auch nicht durch diesen Flaschenhals gekommen, sind also entweder zahlenmäßig dezimiert worden oder aber die Entwicklung dieser Kulturen hat schlagartig aufgehört. Exemple il y a 4000 ans, en Mésopotamie, à peu près là où se situent l'Irak et la Syrie aujourd'hui. L'agriculture se développe, les villes aussi, jusqu'à ce que l'eau vienne à manquer. C'est l'effondrement de l'Empire akkadien, la plus grande civilisation de l'époque. Et le schéma se répète, chez les Mayas ou sur l'île de Pâques. Par chance, l'homme a toujours pu repartir de zéro ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, toute la planète est sinistrée. Les 3/4 de la surface terrestre sont déjà exploités de façon intensive. Une fois exclus les déserts, les montagnes et les calottes glaciaires, il ne reste plus beaucoup de place. Alors quelle solution s'offre à nous? On s'efforce déjà d'améliorer le système agricole, notamment avec le smart farming, l'agriculture optimisée par les nouvelles technologies numériques. Cela aide à économiser l'eau, les intrants et à augmenter les rendements. Même objectif avec les OGM, toutefois boudés par les consommateurs. Autre méthode innovante, quitter les champs pour cultiver en intérieur sur plusieurs étages. L'agriculture verticale porte ses fruits même dans l'espace. Les astronautes de l'ISS dégustent déjà des salades et des poivrons cultivés sur place. Mais tout cela ne suffit pas à compenser le changement climatique et la croissance démographique. Faut-il une approche encore plus radicale? Repenser le concept même de nourriture? Retournons dans le futur. Ein Ansatz, der meines Erachtens eleganter ist die sogenannte zellbasierte Landwirtschaft. Das können tierische Produkte, aber eben auch pflanzliche Produkte sein, dass die ohne Tiere und ohne Pflanzen gewonnen werden können auf der Grundlage von Zellen. En clair, des aliments de synthèse. En 2013, des chercheurs néerlandais ont présenté le premier burger de viande cultivée, élaboré à partir de cellules de bœuf.
Ce serait ça, l'avenir de notre alimentation? De la viande de synthèse. C'est quand même vachement intriguant. Explication. Pour obtenir un steak haché, par exemple, il faut du tissu musculaire bovin. Un petit morceau de muscle est prélevé par biopsie sur un bœuf, dont on extrait ensuite un certain type de cellules, des cellules souches. Mais comment ces quelques cellules peuvent-elles en donner des billions d'autres? Le processus a lieu dans un bioréacteur, une sorte de grosse marmite. À l'intérieur, comme les alchimistes autrefois, on met tout ce dont les cellules ont besoin. De l'eau, de l'air, des nutriments, à savoir des glucides et des acides aminés. On y ajoute des protéines et des lipides pour donner du goût. Dans cette solution nutritive, les cellules se multiplient même plus vite que dans un animal en chair et en os. Mais comment les cellules savent-elles ce qu'elles doivent devenir? Pour les pointer dans la bonne direction, on utilise des hormones et facteurs de croissance. Ils indiquent aux cellules souches si elles doivent se différencier en muscles, graisse ou cartilage. La méthode a fait ses preuves et plusieurs startups ont déjà commencé à produire à grande échelle, même si le processus coûte encore affreusement cher. Cette technologie a néanmoins un vrai intérêt écologique. Fini les élevages intensifs et la souffrance animale. Et puis, n'est-ce pas une idée géniale de produire seulement ce qu'on va réellement manger? Die Gesamtannahmen gehen davon aus, dass wir gerade im Bereich CO2-Einsparung bis zu 80% gegenüber der konventionellen Produktion einsparen können. Dadurch, dass wir eben nicht mehr die Tiere als Ganzes benötigen, sondern eben nur noch das produzieren, was der Verbraucher am Ende des Tages konsumiert. Faisons les comptes avec l'exemple du poisson. L'empreinte écologique de la pêche est abyssale. D'abord parce qu'un bateau brûle 620 litres de fioul pour chaque tonne de poisson pêché. Ensuite, parce que 40% des prises sont rejetées par-dessus bord. 30 à 50% du reste, ce sont des têtes et des arêtes. En fin de compte, un tiers seulement de la quantité capturée finit dans notre assiette. Avec du poisson cultivé en laboratoire, il n'y aurait pas tout ce gâchis. Adieu aussi aux immenses chalutiers qui vident les océans. Produire de la chair de poisson synthétique a un autre avantage, scientifique celui-là. Le poisson présente une caractéristique qui facilite sa culture in vitro. Alors que les bovins ou les volailles sont des animaux à sang chaud, les poissons sont poikilothermes, à sang froid. Gerade wenn wir über das Thema Energie sprechen, haben wir beim Fisch den Vorteil, dass wir die Zellen bei Raumtemperatur kultivieren können. Anders als Säugerzellen, die immer 37 Grad bedürfen, also es immer schön warm haben wollen. En principe, on pourrait donc cultiver facilement des tonnes de chair de poisson. Comme pour la viande, il ne faut que quelques cellules souches au départ. Puisque celles-ci sont potentiellement immortelles, c'est une mine d'or pour les chercheurs. Ils les dorlotent et en prennent soin afin qu'elles puissent se multiplier à l'infini. Le véritable défi, créer et maintenir un milieu de culture totalement stérile. C'est le gros inconvénient face aux vrais animaux. Les cellules cultivées n'ont pas de système immunitaire. Un seul microbe et tout le lot est contaminé. Dans un bioréacteur de quelques litres, on sait comment l'empêcher. Mais une production industrielle demande plusieurs milliers de litres. Autre difficulté, la texture. Pour qu'un simple amas de cellules devienne un filet appétissant, elles ont besoin d'une structure en 3D sur laquelle se multiplier. Sinon, la texture en bouche ne colle pas et notre cerveau fait la grimace. Culture cellulaire, environnement stérile, structure 3D. Des mots qui évoquent plus la médecine que la gastronomie. De quoi questionner notre définition de la nourriture. Un poisson, c'est un animal aquatique avec des nageoires. Facile. Mais en tant qu'aliment, c'est avant tout une source de protéines qui nous donne de l'énergie pour survivre. Si on définit l'aliment poisson par sa valeur nutritionnelle et rien d'autre, pourquoi distinguer un poisson des océans d'un poisson de labo? Jusqu'à présent, tout ce que l'homme a toujours mangé était lié de près ou de loin à la nature. Au fil de l'évolution, on a appris à reconnaître ce qui est comestible, ce qui est sain, et quel goût c'est censé avoir. Dissocier la nourriture de la nature, est-ce se priver de ses repères? On ne se nourrit pas pour manger, en fait. Et la nourriture humaine est
construite, guidée par ces règles culturelles que l'on suit, que l'on respecte. Donc, même si les aliments de synthèse n'ont plus grand-chose de naturel, on peut tous s'accorder à les considérer comme de la vraie nourriture. L'Union européenne définit une denrée alimentaire comme une substance destinée à être ingérée par l'être humain. En ce sens, ce que le synthétiseur de Star Trek génère dans l'assiette peut aussi être qualifié d'aliment. Reste ensuite aux autorités de santé à donner leur feu vert. Pour qu'on puisse renoncer aux denrées naturelles, leurs copies produites en bioréacteurs devront à minima ne pas nuire à notre santé. Et si cette nourriture était même plus saine ? Wir können sie sogar optimieren mit der idealen Zufuhr an Nährstoffen. Es fehlen Pestizide, Antibiotika zum Beispiel. Also solche Lebensmittel werden gesünder sein und sie werden auch nicht schlechter schmecken, davon kann man auch ausgehen. C'est un point qui ne compte pas pour du beurre. Quel goût auront tous ces produits alternatifs ? Pour l'heure, seuls quelques volontaires ont pu tester des micro-portions. Verdict ? Sie schmecken auch tatsächlich nach Fisch. Natürlich ist der Geschmack noch mild, hier kann sicherlich auch noch weiter optimiert werden. Aber ich war doch überrascht, wie sehr dieser Fischgeschmack schon rauskommt. Si même la saveur est au rendez-vous, que pourrons-nous synthétiser d'autre ? Notre alimentation tout entière ? Ou y a-t-il des aliments impossibles à recréer en laboratoire ? Der Prozess ist allgemein, universell und prinzipiell kann man von allen Pflanzen Zellkulturen herstellen. On pourrait donc obtenir tous les aliments essentiels, légumes, oléagineux, fruits, céréales. On pourrait même produire à grande échelle des végétaux non alimentaires, comme le coton ou le bois. Techniquement, c'est faisable. Mais à l'heure actuelle, le processus est si coûteux qu'il n'est rentable que dans de rares cas. Car pour chaque produit, il faut développer toute une chaîne de production spécifique et complexe. Les procédures d'autorisation aussi coûtent cher, tout comme l'énergie et les matières premières. Néanmoins, si on envisage de produire in vitro des aliments ou d'autres substances, la rentabilité ne doit pas être le seul critère à prendre en compte. Das ist natürlich speziell interessant für Fälle, die von der Umweltbilanz oder auch von der Ethik oder von den Produktionsbedingungen her problematisch sind. Exemple type, le café. Une vraie calamité écologique et éthique. Salaire de misère, travail des enfants, déforestation des forêts tropicales, transport à l'autre bout du monde. Le café de bioréacteur aurait bien des avantages. Mais question arôme. Comment peut-il rivaliser avec celui du percolateur ? Il faut savoir que les cellules végétales ont un super pouvoir, la totipotence. Elle leur permet de se différencier en tout type de cellules et de se multiplier à volonté. Chez l'animal, seules les cellules souches en sont capables. Chez les végétaux, n'importe quelle cellule a ce pouvoir, qui se manifeste dans le tissu calleux. Il se forme généralement quand la plante est blessée. Une sorte de boursouflure apparaît qui agit comme un pansement. Les chercheurs ont déterminé que toute cellule calleuse peut donner une feuille ou une racine, voire un autre spécimen complet. Grâce aux bons facteurs de croissance, on peut aussi obtenir des cellules avec un arôme de café. Il n'y a plus qu'à les surgeler, puis à torréfier la poudre obtenue pour un café plus vrai que nature. Wir sind keine Kaffee-Röst-Spezialisten oder keine Kaffeespezialisten an sich. Es ist natürlich kein fertiges Produkt, aber alles in allem sind wir doch schon recht nah an einem Profil, wie wir es haben möchten für einen Kaffee. Ça semble fort de café, mais c'est vrai. Prenez quelques cellules, un bioréacteur, et vous aurez une machine capable de synthétiser presque n'importe quel aliment. Alors, est-ce la promesse de pouvoir produire n'importe quoi en abondance ? N'importe quand et n'importe où dans le monde ? Pas exactement. Combien de bioréacteurs faudrait-il construire pour nourrir durablement la planète ? On estime qu'une seule usine, d'un coût d'un demi-milliard d'euros, pourrait produire chaque année 10 000 tonnes de viande de synthèse. 10 000 tonnes, me direz-vous, c'est déjà pas mal. Sauf que l'humanité engloutit actuellement 360 millions de tonnes de viande par an. Pour produire une telle quantité, il faudrait construire 100 usines du même type tous les jours pendant 1 an.
Et ça ne couvrirait que les besoins en viande, pas en poisson, café ou riz. Il nous faudrait donc des milliers d'usines gigantesques partout dans le monde. Des bioréacteurs high-tech pour tout type de produits alimentaires. Peut-être même un jour des versions miniatures pour chez soi? Wir können sozusagen eine große Industrieanlage uns vorstellen, wo riesen Bioreaktoren stehen und eben die Biomasse dort produzieren. Oder wir können uns vorstellen in einem Café, wo eben so eine mittelgroße Anlage vielleicht steht, um dort tatsächlich die Kunden zu versorgen. Oder im Extremfall tatsächlich eben im eigenen Haushalt. Un bioréacteur domestique, le rêve de tous les ménages. Mais combien d'entre nous accepteraient de manger ces produits cellulaires? Les sondages à ce sujet portaient uniquement sur la viande artificielle. La moitié des personnes interrogées se déclarent prêtes à goûter. L'autre moitié est réticente. Et si c'était une simple question d'aspect et d'emballage, donc de marketing? Un nom cool et quelques photos appétissantes suffiraient peut-être à rendre la nourriture synthétique ultra chic. Ça a bien marché pour la cuisine fusion ou les régimes low carb. Résumons. On pourrait, en théorie, recourir à la culture cellulaire pour quasiment tous les produits alimentaires. Les investisseurs misent déjà gros sur cette technologie post-agriculture. Mais nul ne sait où ça nous mènera. Aujourd'hui, renoncer totalement à l'agriculture reste plus qu'improbable. Ce qui se profile plutôt, c'est un système hybride. Moins d'élevage et d'agriculture conventionnelle, plus de culture cellulaire. Der klassische Landwirt, so wie man ihn bisher in der Geschichte gekannt hat, der auf seiner Scholle steht und die Erde umgräbt, der wird im Verlaufe des 21. Jahrhunderts zunehmend ein Auslaufmodell werden. Et les emplois dans tout ça? Le secteur agricole emploie des millions de personnes. Une préoccupation légitime, à défaut d'être nouvelle. En Europe, cela fait déjà des siècles que les emplois agricoles disparaissent. Rien que ces 20 dernières années, le taux d'emploi est passé de 8 à 4%. Les emplois dans l'agriculture sont notoirement mal payés et parfois dangereux. Les alternatives ne sont donc pas à négliger, même si la transition prendra du temps. Zunächst einmal wird sie natürlich nicht die gesamte Produktionsmenge ersetzen können, die bislang konventionell gewonnen werden. Wir können also davon ausgehen, dass Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre vielleicht 10% der gesamten Fleischproduktion und auch der gesamten Produktion von Milchprodukten tatsächlich zellbasiert hergestellt werden. Reste la grande question. Est-ce que l'agriculture cellulaire sauvera l'environnement? Admettons qu'elle remplace avant tout l'élevage. Au moins un tiers des surfaces agricoles pourront être utilisées autrement ou laissées à l'état sauvage pour redonner sa place à la nature. Peut-on espérer que la faune et la flore sauvage recolonisent ces étendues? Et en combien de temps? Innerhalb von 2-3 Jahrzehnten denke ich auf jeden Fall. Das ist dann vielleicht noch nicht ganz der Originalzustand, aber das ist mit Sicherheit ein Ökosystem, wo man hingeht und sagt, das ist jetzt ein schöner natürlicher Kiefernwald zum Beispiel. Une estimation optimiste, mais prudente. Selon les études, 30% de nature sauvage en plus permettrait de ralentir significativement l'extinction des espèces. Un premier pas pour mettre fin à l'hécatombe écologique. À condition qu'on ne bétonne pas ces terres pour en faire des centres commerciaux, des autoroutes ou des parcs d'attractions. Mais tout cela ne sera possible qu'à condition de changer nos habitudes, de réinventer notre alimentation et sa production, et que dans nos assiettes, les produits controversés soient remplacés par leurs ersatz cellulaires. Y sommes-nous prêts? Il nous faudra probablement mettre nos réticences de côté face à l'état de santé critique de la planète et à la nécessité de nourrir une population mondiale croissante. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'inviter à notre table la nourriture artificielle et de goûter à ses avantages. Alors, peut-être qu'un jour lointain, nos arrière-petits-enfants siroteront un jus de fruits de synthèse face à une belle campagne luxuriante en se disant « Quand on pense qu'autrefois, les gens mangeaient des trucs qui poussaient dans la terre, et même des animaux. »